Nous allons commencer avec un quart d'heure de retard, mais c'est ce qu'on appelle le quart d'heure académique. Merci à vous d'être venus. Donc vous n'avez pas eu peur de nouveaux attentats? Non. Oh si, c'est prévu. Hein. On en reparlera tout à l'heure. Bon, donc cette conférence en fait a été faite à chaud, si j'ose dire, sur base des derniers événements du 13 novembre dernier. Et j'ai réfléchi au titre à donner, et il m'a semblé que le plus adapté à la situation, c'était, comme vous l'avez vu, soit sur Internet, soit ailleurs, en Rivarol, etc. Allez, venez devant! Non, il faut prendre un micro. Si la salle est grande, il faut un micro. Et des terroristes bien utiles, ou la stratégie de la terreur, et on peut ajouter au gouvernement. Ah oui, oui, parfaitement. C'est ce que dit ici aussi. Avant toute réaction, il faut d'abord laisser décanter l'émotion. Ça évite de se faire manipuler et de juger sans avoir toutes les données en main et surtout sans avoir fait l'analyse de ces données. Et ça permet d'évaluer les faits qui se révèlent avérés et puis surtout d'analyser à qui profitent les événements. Ce qui est frappant dans cette affaire du 13 novembre, c'est le sensationnalisme. Bon, je sais bien qu'on a déjà eu la même chose avec des attentats précédents, de Mera jusqu'à Charlie Hebdo et compagnie, mais c'est vraiment répétitif, et c'est cette répétitivité qui doit attirer notre attention. Je voudrais, pour commencer, vous faire observer que ces curieux attentats sont arrivés dans un contexte de manifestation de toutes les catégories sociales en France, y compris des forces de l'ordre, contre le gouvernement. C'est une constatation. Chronologiquement, c'est une constatation. Donc, il est évident que, grâce à ces terroristes apparus bien opportunément, cela fait les affaires du gouvernement. Qui aujourd'hui va oser manifester contre le gouvernement? Il passera pour un mauvais Français qui ne participe pas à l'union sacrée autour du drapeau que curieusement ressort maintenant. Alors que ceux qui le ressortent, je parle du gouvernement, sont les premiers à essayer de démolir point par point tout ce qui est national. Au bénéfice de quoi? De la gouvernance mondiale. Donc, première observation à propos de ces événements. Et alors, ça tombe aussi très bien dans la stratégie d'un certain Manuel Valls, dans sa campagne invraisemblable de haine contre le Front National. Ça tombe à point, comme c'est fantastique. Mais quelle chronologie! Mais le problème, c'est que si on se penche froidement sur ces événements, qu'on les analyse, on ne peut que constater qu'en dépit de la loi sur le renseignement que l'on nous a imposée, soi-disant pour nous protéger contre de nouveaux attentats, eh bien le gouvernement a été singulièrement inefficace. Comme c'est curieux. Alors pourquoi nous a-t-on imposé cette loi sur le renseignement qui se révèle aussi inefficace? D'autant qu'on nous dit « Ah oui, mais un tel était connu des services de police. Ah oui, mais un tel avait une fiche notée S, etc. » Ah bon? Et on les laisse agir comme ça? Comme c'est curieux.
tout de même bon de faire un petit retour en arrière sur ces différents attentats que l'on a connus, parce qu'on retrouve toujours le même genre de façon de faire, de façon de faire. Rappelez-vous Charlie Hebdo, Hyper Cacher. Petite parenthèse. Quelle est la ressemblance entre cet attentat-là, de l'Hyper Cacher et de Charlie Hebdo, avec celui ou ceux du 13 novembre? Pour celui de Charlie Hebdo, on nous a dit à l'époque qu'on avait retrouvé trace des terroristes assassins qu'on nous présentait grâce à une carte d'identité, curieusement, opportunément laissée dans la voiture des terroristes. Ouais. Vous qui êtes abonnés, enfin, nombre de vous qui êtes abonnés à la politique, vous vous rappelez des 2 numéros que nous avions consacrés à ce sujet-là pour faire remarquer tout de même que c'était pas très raisonnable comme thèse, parce qu'on avait vu, d'après les documents enregistrés, des terroristes parfaitement calmes sortant de Charlie Hebdo après le coup fait, calmement rentrant en voiture, ce qui ne colle pas très bien avec un affolement qui expliquerait éventuellement qu'ils aient oublié une carte d'identité. Ou alors c'est que ces terroristes, entre guillemets, bien cagoulés, savaient très bien qu'ils ne risquaient rien. Donc je reviens à la surprenante similitude entre cette histoire de Charlie Hebdo et la suite le même jour de l'Hyper Cacher. On a, comme c'est curieux, trouvé un nom, 2 passeports aussi. Mais ça dépend ça dépend des journaux télévisés. Tantôt c'est un passeport, tantôt c'est 2. Puis il y avait aussi, on a trouvé aussi, mais quelle chance, on a trouvé aussi un portable. On a tout trouvé. Donc oui, je n'invente rien. Nous tous avons pu voir ça au travers des différents journaux télévisés ou imprimés, ce que ces gens particulièrement efficaces du ministère de l'Intérieur nous disaient. Curieux quand même. Et puis je voudrais revenir aussi à ce curieux... Non, il n'y a pas eu d'attentat, mais c'est curieux, on nous a accusé quelqu'un, un certain, comme il s'appelle déjà, Sihamed Glam, c'était le 19 avril dernier, que l'on a accusé d'avoir assassiné une joggeuse, une certaine Aurélie. Et alors, ce qui est curieux, c'est qu'on l'a découvert parce qu'il s'était blessé par balle, je ne sais pas très bien dans quelles circonstances, et qu'il avait appelé le SAMU pour se faire soigner. Et le problème, là aussi, vraiment c'est surprenant, c'est qu'on découvrait dans son coffre des kalachnikovs. Alors écoutez, mettez-vous dans la peau de l'individu. Vous êtes terroriste, vous voulez faire un coup, vous avez des kalachnikovs dans votre coffre, et puis malencontreusement vous vous blessez. Qu'est-ce que vous faites? Vous appelez le SAMU. Ah bon? Et pourquoi pas aller directement au commissariat central? Alors, si tout cela ne vous donne pas l'impression d'être manipulé, je crois que certains d'entre vous auront besoin de cours particuliers. Donc, tout ceci pour insister sur le fait que c'est à la suite de ces événements, entre guillemets, qu'un certain Manuel Valls nous a imposé cette loi sur le renseignement. Et cette loi sur le renseignement
et la suite d'aujourd'hui avec l'état d'urgence. Avec l'état d'urgence, c'est du copier-coller de ce que les Américains ont fait après le 11 septembre 2001. Alors, pour ceux qui seraient nouveaux aujourd'hui, rappelons quand même qu'à la suite de ce montage, je dis bien montage, crime d'État, je dis bien crime d'État, du 11 septembre 2001, une des toutes premières décisions du président Bush a été de nommer l'amiral franc-maçon John Poindexter responsable d'une structure qu'ils ont appelée le Patriot Act. Alors, ils ont vraiment de l'imagination, ces gens-là. Appeler une loi qui va supprimer les libertés individuelles du nom d'acte patriotique, Patriot Act, c'est vraiment du grand art. Eh bien, nous avons aujourd'hui exactement la même chose avec la première étape de la loi sur le renseignement, qui n'est qu'une étape qui était déjà implicite dans tout ce qu'avait fait Sarkozy après les affaires de Toulouse, l'affaire Mera. Et alors, améliorée, si j'ose dire, de son point de vue, par pas l'état de siège, l'état d'urgence. Alors, état d'urgence, moi je veux bien, oui, pourquoi pas. Mais analysons un petit peu encore les faits. Les faits tels qu'on a pu les découvrir, et vous, et moi-même, au travers des informations. État d'urgence. À quoi ça peut servir? Ça peut servir à boucler les frontières. Ah oui, ça c'est nécessaire. Ça peut servir à boucler les frontières. Oui. Ont-elles été bouclées? Non. Elles n'ont pas été bouclées puisqu'on apprenait le lendemain ou le surlendemain que le lendemain des attentats, donc du 13 novembre, deux des comparses à vous présenter comme tels avaient passé la frontière. Avaient passé la frontière? Mais alors, si on sait qu'ils ont passé les frontières, pourquoi est-ce qu'on ne les a pas arrêtés? Et ça voulait dire que les frontières n'étaient pas fermées. Donc, vous voyez la mécanique que je cherche à vous faire comprendre, comment on est trompé d'information en information, et pourtant, informations qui sont parlantes par elles-mêmes, qui montrent à quel point tout cela est faux. Donc ainsi, on constate que non seulement le pouvoir nous impose des lois qui nous privent progressivement de toute liberté, qu'à travers de l'état d'urgence, le pouvoir va pouvoir surveiller tout ce qui ne serait pas dans la ligne. Là encore, donc, on rentre progressivement, on l'était déjà en grande partie, mais on rentre progressivement, et je dois dire de plus en plus officiellement, en dictature. En dictature. Et alors, non seulement il y a eu l'état d'urgence, mais il y a aussi ce qui est prévu, la révision de la Constitution, dont on ne connaît pas encore le contenu. Donc je ne peux pas vous en parler. Donc attendez-vous à ce que ce soit un élément de plus, justement, de réduction de nos libertés. Je voudrais vous attirer aussi l'attention sur un autre petit détail. On nous a invoqué que l'attentat contre le Bataclan était dû au fait qu'il y avait un groupe qui présentait un spectacle qui s'appelait le Eagles of Death Metal, donc un groupe satanique.
et que, évidemment, comme c'était des islamistes, il était tout à fait normal, concevable, qu'ils s'attaquent à un endroit où on projetait un pareil spectacle. Oui, mais n'est-il pas curieux que ces dits terroristes n'aient mitraillé que la foule Oui, et non pas le groupe? oui, oui. Comme c'est curieux. Et puis aussi, bon, au hasard des informations, on apprend le nom de certains suspects, etc., etc. Et j'ai repéré, j'ai relevé un certain qui serait en liaison avec les terroristes, un des 3 suspects arrêtés en Belgique, qui s'appelle Lazes Abrahimi. C'est pas très maghrébin, ça. Pas très islamiste, ça. Non. Et puis un autre, un certain Fabien Klein, écrit à la française. Oui. Alors, ce qui est curieux, c'est que les photos qu'on nous a montrées de ces prétendus suspects avaient le visage en entier, donc on pouvait les reconnaître aisément. Tandis que celui-là avait un bandeau. C'est pas lui qui s'était bandé le visage, c'était le montage qui a été fait pour masquer son visage. Alors qu'est-ce qu'on cherche? Encore une fois, à nous cacher. Et qu'est-ce que c'est que ces individus, quand nous sortent les uns après les autres, en nous disant ce sont des complices de ceci, de cela, qui étaient connus? Ah, ils étaient connus. Et pourquoi on ne les a pas arrêtés avant? Mais tout est à la même aune. Donc, vraiment, comme dans toutes les affaires précédentes, cette histoire du 13 novembre apparaît comme un enfumage dans la présentation des coupables, qui ne sont peut-être pas les vrais coupables. Autre chose curieuse, mais qu'il est courageux cet homme quand même, François Hollande, pardon, s'est précipité, nous a-t-on dit tout de suite après les attentats, sur les lieux du Bataclan. Bataclan, vraiment le Bataclan, ça a une certaine attirance pour eux, c'est curieux. Mais quel courage! Or, on nous a dit par la suite que l'un des prétendus auteurs du mitraillage était revenu sur les lieux le soir même. Oui. Donc vous voyez, je vous invente rien, vous avez tous pu voir, si vous avez suivi l'actualité, vous avez tous pu voir toutes ces informations défiler les unes après les autres. Cherchez la contradiction. Alors, comment se fait-il que ce François Hollande se soit précipité pour se faire bien voir des médias au Bataclan, sans avoir peur pour... Ou alors, c'est qu'il se savait, ainsi que Manuel Valls et son fidèle Cazeneuve, qu'il ne risquait rien. C'est tout de même curieux. Alors, il est évident que certains vont conduire toujours le complotisme. Je regrette beaucoup, mais ça découle de l'étude des faits. Alors, si ça dérange, je recommanderais à ceux qui... Je vous signalerai que tout dernièrement, une émission de Radio Courtoisie, un des cadres de Radio Courtoisie moquait justement cette attitude de complotisme. Ah, comme c'est curieux. Donc M. de Lesquen fait partie de la bande de ceux qui nient le complot. Intéressant à savoir. Et vous voyez comment on peut faire la part dans notre société entre ceux qui réalisent ce qui se passe, qui le dénoncent, qui mettent en garde, et ceux qui font tout pour que le public ne comprenne pas. Donc, M. de Lesquen, avec son club de l'horloge et sa radio Courtoisie. Courtoisie, façon de parler. Alors, je voudrais tout de même vous montrer que je ne suis pas le seul à dire ces choses-là. Il y a un texte aussi de Vicky Strike qui date du 18 novembre dernier et qui vient confirmer ce que j'ai déjà dénoncé depuis longtemps, ne serait-ce que dans le complot mondialiste. Voilà ce qu'il disait.
Tous ces faits démontrent sans équivoque que l'État français a tout coordonné avec les services secrets, manipulant les islamistes comme des marionnettes en vue de changer la Constitution pour imposer un Patriot Act à la française, comme les Américains après les attentats du World Trade Center. Ils se sont servis de Daesh et de ses agents, comme ils l'ont fait au début, pour tenter de renverser Bachar el-Assad en Syrie. N'oublions pas que le Daesh n'est que l'instrument de la politique de plusieurs États et multinationales. En Syrie, la présence d'officiers français encadrant des groupes armés extrémistes lorsqu'ils perpétraient des crimes contre l'humanité est largement attestée. Vous qui êtes abonné à la politique, rappelez-vous le nombre de fois où j'ai rappelé que depuis Sarkozy, il y avait des officiers français qui travaillaient contre l'État syrien au bénéfice des terroristes. En effet, la France n'a pas toujours bombardé le Daesh. Qu'à supposer qu'elle le fasse réellement. C'est moi qui le dis, hein, ça, cette petite parenthèse. Mais il lui a largué des armes durant plus d'un an. La vérité a éclaté au grand jour lorsque 50 analystes du CENTCOM ont dénoncé les mensonges des rapports sur la coalition, qu'une enquête interne a été déclenchée et que finalement le général John Allen a été contraint à la démission. Donc vous voyez, c'est un complot qui va de la Maison-Blanche jusqu'à l'Élysée, en passant par certaines capitales du Moyen-Orient, dont Tel Aviv, dont les capitales des Émirats arabes unis, dont l'Arabie saoudite. Donc on est devant, ce qui se dessine de plus en plus clairement, devant deux clans qui commencent à s'affronter très durement. Alors, bon, je laisse la responsabilité de ce texte à Lucky Strike, qui rejoint donc pas mal de ce que j'ai observé moi-même à différentes époques, et je dois dire que je ne sais pas quelle est la responsabilité réelle dans la manipulation des terroristes dans l'affaire des attentats du 13 novembre, de la part des Hollande, Valls et Cazeneuve. Ou s'il s'agit, je pourrais dire à nouveau, d'une action des services israéliens. Mais on ne peut que constater à nouveau le nombre de contradictions et d'impossibilités des versions officielles. Elles donnent l'impression de manipulation, comme si toutes ces affaires semblables depuis le 11 septembre et celles antérieures de l'opération Gladio en Italie, dont je parle dans le complot mondialiste, ne faisaient partie que d'une seule et même affaire. Quand on observe, quand on analyse le déroulement de toutes ces affaires, depuis donc au moins le 11 septembre, on ne peut que constater que ce 11 septembre aura été un événement fondateur de cette stratégie de terreur. Stratégie de terreur. Et là, encore, il faut se poser la question à qui tout cela a profité, déjà à l'époque. Ça a profité, bon, on le sait, l'histoire nous l'a démontré, à lancer les guerres contre l'Afghanistan, contre l'Irak, contre la Syrie, en attendant de pouvoir s'attaquer à l'Iran. Et cela, bon, je vais encore revenir un petit peu en arrière, c'est un petit peu l'histoire du XXe siècle. Rappelez-vous la stratégie déjà de provocation par les Américains. L'attentat, soi-disant attentat, en baie de la Havane, contre le croiseur Maine, qui était un vieux rafio, qui servit aux Américains à déclarer la guerre à l'Espagne et à empocher Cuba et les Philippines. Rappelez-vous
le torpillage du paquebot Lusitania, C'est ça. laissé sans escorte par ordre de Churchill en vue des côtes anglaises. Soi-disant paquebot de passagers et qui transportait des armes américaines pour les Anglais. C'est ça. Ce qui permit quoi? D'avoir pour les États-Unis un prétexte à entrer en guerre. Et puis l'assassinat du diplomate allemand von Rath par un terroriste curieusement juif. Ah bon? Etc., etc., etc. Donc à chaque fois, une manipulation ou une présentation des faits qui va permettre de passer une étape supplémentaire en vue de la domination mondiale. Je voudrais vous citer les déclarations qui datent du 30 novembre 2007 de l'ancien président de la République italienne, Francesco Cossiga, qui avait été confronté aux sanglants attentats de l'opération Gladio. Là, ce qu'il disait, c'est une déclaration qui a été publiée dans le grand quotidien du soir qui s'appelle le Corriere della Sera du 30 décembre 2007. Voilà ce que déclarait Cossiga. Les attentats du 11 septembre 2001 ont été planifiés et exécutés par la CIA américaine et par le Mossad israélien, avec l'aide du monde sioniste en vue de mettre en accusation les pays arabes et pousser les pays occidentaux à s'engager dans les guerres d'Afghanistan et d'Irak. Donc vous voyez, ce n'est pas n'importe qui. Ancien président de la République italienne qui vient vous sortir ça et exprimer ses doutes sur la version officielle du 11 septembre. La lune. Et il faisait, à juste titre, observer qu'après les dénonciations faites par le président Cossiga, celui-ci avait été poussé à démissionner de son poste de président de la République. Oh. Comme c'est curieux. Le problème, c'est qu'une enquête avait été lancée, qui a eu lieu en Italie, et que cette enquête a donné des résultats très intéressants. Un des participants à cette opération Gladio, donc agissant sous fausse bannière, a fait la déclaration suivante. Nous devions cibler dans nos explosions les civils, c'est-à-dire les femmes et les enfants, notamment ceux qui n'avaient rien à voir avec la vie politique et ceux pour que les citoyens aient recours à l'État à la recherche de sécurité et de protection. Est-ce que vous ne trouvez pas que cela cadre tout à fait à ce que nous avons vécu en France jusqu'à aujourd'hui? Donc c'est toujours le même modus operandi, la même façon d'agir. Et puis, on devrait aussi reprendre le fil de certains événements depuis le 11 septembre 2001. C'est assez démonstratif aussi. Rappelez-vous le carnage du 11 mars 2004 à Madrid, à la gare d'Atocha. 200 morts, 1400 blessés. Alors, tout d'abord, ça avait été attribué à l'ETA, par le Premier ministre espagnol de l'époque, José María Aznar, mais la grande presse internationale affirmait que c'était un attentat islamique. Ah bon? Un attentat islamique. Bon, d'accord. Bref, il n'y en a jamais eu. Il n'y en a jamais eu parce qu'un beau jour, on apprenait que les terroristes invoqués étaient partis en fumée dans l'explosion de leur hôtel à Madrid. Comme c'est pratique. Donc, on peut accuser, il n'y a pas de procès, il n'y a pas de preuve. Et puis, les attentats du 11 juillet 2005 à Londres.
4 explosions dans les transports publics, 56 morts, 700 blessés. Et on doit tout de même observer que cela aussi tombait particulièrement bien pour un certain Tony Blair, qui avait été convaincu de faux témoignages avec George W. Bush contre l'Irak. Vraiment, ça tombait bien à propos. Et puis, petit détail de l'histoire. On apprenait que le très glorieux Scotland Yard avait été incapable de trouver et d'accuser, de faire passer en jugement les terroristes invoqués, mais que par contre, selon le Jerusalem Post du 8 juillet 2006, repris par Associated Press, Scotland Yard avait averti l'ambassade d'Israël peu avant les explosions. Cela ne vous rappelle pas un petit détail encore? Comment se faisait-il que le 11 septembre, il y ait eu aussi peu de fonctionnaires, employés, etc., juifs dans les tours? Comme c'est curieux. Et puis un autre élément aussi, plus proche de nous, l'assassinat de Rafik Hariri, richissime homme d'affaires libanais, très proche de l'Arabie saoudite, sunnite, donc pas chiite, sunnite. Et c'est sans doute en se basant sur ces deux éléments d'information, donc il était sunnite et opposé donc aux chiites, et puis ami de l'Arabie saoudite, que immédiatement la grande presse allait accuser la Syrie de l'avoir liquidé. Peut-être, mais voyons les choses de plus près. Que s'est-il passé? La Syrie a été mise en accusation au banc des nations, la presse, je ne sais pas si vous vous rappelez de toute la campagne de presse à l'époque, et les Syriens ont été forcés de quitter le Liban qu'ils avaient pacifié, au détriment d'Israël. Et que s'est-il passé après le départ de la Syrie? Relation de cause à effet, le 18 juillet 2006, Israël entrait, je dirais pas même en guerre, puisque maintenant on ne déclare plus les guerres, on les fait. Entrer au Liban, bombarder les principales villes libanaises et essayer de faire plier le Liban. Seulement là, curieusement, surprise, douloureuse pour eux, le Hezbollah ne s'est pas laissé faire. A rendu coup par coup, et on ne nous a pas tout dit sur les pertes israéliennes de l'époque, mais apparemment ça a été suffisamment sévère pour que Israël finisse par se retirer. Alors, à l'époque, évidemment, dans le monde, les pleureuses ont regretté les bombardements, etc. Mais qu'est-ce que ça a changé au point de vue de la vie d'Israël? Israël a continué à faire ce qu'il voulait faire, point à la ligne, sauf qu'ils étaient tombés sur un petit nonos d'un certain calibre quand même, et qu'ils avaient été obligés de faire demi-tour. Donc, vous voyez, action-réaction, cause à effet. Les Syriens de Bachar el-Assad accusés d'avoir assassiné Rafik Hariri. Oui, mais qui a fait le coup? À qui cela a profité? À qui le crime a profité? Encore une fois, elle a profité à Israël pour pousser l'armée syrienne hors du Liban et pour qu'Israël puisse y rentrer. Tellement ça n'a pas marché. Je voudrais vous rappeler aussi, et c'est curieux, cette concordance entre la déclaration du président Cossiga et celle de cette structure du renseignement de l'armée américaine que j'ai citée dans le complot mondialiste.
qui a été publié le 10 septembre 2001, donc la veille des attentats, en première page du Washington Post, qui disait ceci. Je regrette beaucoup, c'est une redite de ce qu'avait dit Cossiga, mais c'est exactement ça. Et c'est un, j'insiste bien, c'est un service du renseignement de l'armée américaine qui a fait cette analyse. C'est pas un quelconque illuminé américain qui aurait sorti ça contre son gouvernement. C'est un service d'État de l'armée américaine. Il disait ceci. Probablement beaucoup d'entre vous s'en souviennent, mais il faut toujours rappeler. Le Mossad israélien, sans scrupules, cruel et rusé, a la faisabilité de toucher des cibles américaines en donnant l'apparence d'une action arabo-palestinienne. Et moins de 24 heures après, il se peut passer ce que vous savez. Donc, dans toutes ces affaires, si l'on ne commence pas par poser la question à qui profite le crime, pour convaincre autour de vous, les gens vont avaler les faits sans faire le rapport de cause à effet. Ils ne verront qu'une seule chose, c'est que l'islam nous en veut et que donc on doit se jeter dans les bras d'Israël. Mais c'est exactement ça. Prenez par exemple valeurs actuelles. Valeurs actuelles, c'est quoi? C'est terrorisme islamique, terrorisme islamique. Oui, mais qui s'en sert? Premièrement. Deuxièmement, y a-t-il un seul islam? Vous qui venez, vous savez très bien ce que j'ai déjà expliqué, que l'islam vit une guerre de religion. C'est l'affrontement entre les sunnites et les chiites. Les sunnites qui sont alliés avec les monarchies du Golfe et avec les États-Unis et Israël. Et les chiites, dont font partie l'Iran, la Syrie et en partie le Hezbollah. Et c'est l'affrontement de ces deux groupes musulmans, islamiques, qui fait le mouvement, disons, dans les affrontements au Moyen-Orient. Or, s'il est évident que l'islam sunnite nous est particulièrement hostile, par contre, on sait très bien que le chiisme, ne serait-ce qu'avec Bachar el-Assad, et en Iran la même chose, n'est pas hostile aux communautés chrétiennes. Loin de là. Loin de là. Donc, ceux qui essayent de mettre tout l'islam dans le même sac, soit ne connaissent pas le fond de l'histoire, soit ils le font exprès. Alors, là encore une fois, à qui ce genre de thèse peut-il profiter? En fait, ça fait partie d'un ensemble de choses qui tendent toujours vers le même but, la gouvernance mondiale. Et je vais faire un petit détour, si vous me le permettez, c'est à propos de la conférence sur le climat à Paris. Oui. Quel est l'intérêt de cette conférence pour le climat? Certes, je suis tout à fait d'accord pour qu'on cesse de respirer les saloperies, y compris dans l'alimentation d'ailleurs, entre parenthèses. Mais en fait, à quoi ça sert, cette grande messe mondiale? C'est de dire, pour régler les problèmes de la planète, il faut un gouvernement mondial. C'est aussi simple que ça. Donc c'est un élément. C'est un élément qui fait partie de ce vaste complot, je regrette, complot mondial. Alors, donc, pourquoi est-ce que ces gens-là poussent toujours dans... D'où cela vient-il? Bon, je ne vais pas revenir une fois de plus sur la paranoïa juive, messianique, etc. Je vais tout simplement revenir sur ce que j'ai exposé dans mon livre « La maçonnerie », sur cette osmose entre le judaïsme et la maçonnerie. Osmose qui est tout à fait explicable, puisque la maçonnerie se base, s'est basée dès ses débuts,
sur la cabale juive. C'est une émanation de la cabale juive. Et j'ai cité tous les textes qui le démontrent dans la maçonnerie. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est eux qui le disent, et d'ailleurs très bien. Donc, si on veut comprendre tout cet ensemble que j'ai dénoncé dans le début de la conférence, c'est pour qu'on comprenne bien que l'on est devant un complot judéo-maçonnique. Oui, ça. Qui sont prêts à tous les procédés criminels pour imposer leur but. Et que si on ne le comprend pas, eh bien, nous serons leur dictature mondiale. On l'a déjà. Je voudrais vous rappeler encore une fois ce texte qui est fondamental pour comprendre le projet. Et encore une fois, ce sont eux qui le disent. C'est le texte d'un certain Michael Lydon, qui est un néoconservateur de l'entourage de George W. Bush, dans son livre « The War Against the Terror ». Je le cite très régulièrement parce que c'est une clé pour comprendre. C'est un livre qui date de septembre 2002, donc avant même les affaires de la Syrie. Voilà ce qu'il disait. D'abord, nous devons finir avec les régimes terroristes, à commencer par les trois grands, Iran, Irak, Syrie. Puis nous nous occuperons de l'Arabie saoudite. J'avoue que ça m'a surpris un petit peu, bon, soit. Nous ne voulons de stabilité, ni en Irak, ni en Syrie, ni au Liban, ni en Iran, ni en Arabie saoudite. Nous voulons que les choses changent. La question n'est pas de savoir s'il faut déstabiliser, mais comment le faire. Donc, c'est l'aveu que tout ce que nous vivons est fait pour déstabiliser les sociétés occidentales. Pourquoi ? Arabe. Toujours dans le même but. Et tout simplement, en suscitant l'État islamique et autres groupes similaires, et en manipulant les opinions publiques au travers de la stratégie de la terreur, ils espèrent pouvoir amener les peuples à accepter leur but. Et rappelez-vous ce qu'annonçait déjà un haut conjuré de la Révolution française, un certain Adam Weishaupt, fondateur des Illuminés de Bavière. Il faut établir un régime dominateur universel, une forme de gouvernement qui s'étende à tout le monde. C'est dans l'intimité des sociétés secrètes qu'il faut savoir préparer l'opinion. Tout est là. Tout est là. Et ça date de quand, ce texte ? De la fin du XVIIIe. Donc vous voyez, c'est pas le hasard qui crée tout ça. Ça correspond à un plan mondialiste. Bon, essayons de faire un résumé des conséquences des attentats du 13 novembre. Au travers de l'état d'urgence et de la révision promise de la Constitution, sous prétexte de lutte et de protection contre le terrorisme, qui va réduire encore un peu plus nos libertés, sans pour autant nous garantir face à de nouveaux attentats, entre guillemets. C'est toujours, j'insiste, je me répète, je regrette beaucoup, mais il faut, c'est toujours la même tactique. On fait peur au peuple. Je vous donner déjà des déclarations qui le montrent. On fait peur au peuple pour lui faire avaler les lois liberticide. C'est curieux parce que pour ces derniers attentats du 11 novembre, il y a un texte qui est passé inaperçu, curieusement, y compris dans notre presse dite nationale. Et quand je parle de nationale, ce n'est pas les grands journaux, la presse nationale.
plus proche de nous, en principe. C'est un texte du Times of Israel du 13 novembre dernier, qui avait signalé que les responsables de la sécurité au sein de la communauté juive avaient appris l'imminence d'une attaque terroriste. Ah bon? Mais comment se fait-il que M. Manuel Valls, qui est pourtant très branché sur la communauté juive, n'ait pas eu connaissance de cette information? Et là encore, petit rappel, cette absence de personnel juif dans les tours le 11 septembre, et l'avertissement donné par Scotland Yard à l'ambassade d'Israël lors des attentats du 7 janvier dernier, je crois que c'était 2004 à Londres. Comment se fait-il que certains sont prévenus et pas les autres? Comme c'est curieux. Qu'est-ce qui en découle? Il en découle que j'accuse Manuel Valls d'avoir su et d'avoir laissé faire. Et si on ajoute à cela les déclarations de certains rabbins se réjouissant de l'invasion islamique de l'Europe, encore une fois, si vous n'avez pas compris, j'essaierai de me libérer un petit peu pour vous donner des cours particuliers. Donc, on a l'impression, ça devient de plus en plus qu'une impression, mais une certitude, que ce terrorisme est bien pratique, qu'il est utilisé, sinon suscité, pour avoir un argument pour boucler nos libertés. Il faut le répéter, répéter, répéter. C'est donc, et il y a une similitude entre l'attitude française et l'attitude américaine, mais évidemment, nos gouvernants étant alignés sur Washington, cela n'a rien d'étonnant, on ne peut que constater qu'ils se servent de ce terrorisme islamique pour nous faire faire ce qu'ils veulent. Alors maintenant, on vient de lui dire, ah oui, mais on a déclaré la guerre au Daesh. Ah oui, puis il y a le Charles de Gaulle. Charles de Gaulle. Qui croise, ou qui va croiser très prochainement dans les eaux syriennes pour que les avions français puissent bombarder les positions du Daesh. Oui, il y en a déjà eu des bombardements. Le plus curieux, c'est que, là encore, si on entend certains commentaires à la télévision, certains s'étonnent du peu de victimes. Il y a des mauvaises langues qui en arrivent à dire que c'est parce qu'on bombarde des positions abandonnées par le Daesh. Alors, il est évident, on ne peut pas arrêter la progression du Daesh si on bombarde des endroits où il ne s'y trouve pas. Et j'ai déjà rappelé ça dans de précédentes conférences à propos des Américains qui bombardent, et pendant ce temps-là, d'après, je l'avais cité à l'époque, d'après une carte publiée dans le Financial Times, qui montrait la progression du Daesh du territoire. Et je faisais innocemment remarquer que lors des guerres précédentes, notamment la Deuxième Guerre mondiale, avec les bombardements au phosphore, à l'atome, etc., ou plus tard en Serbie et en Libye, cette même aviation américaine avait parfaitement su liquider ceux qui les dérangeaient au sol. Alors curieusement, ils sont plus capables de viser aujourd'hui. Ah mais c'est curieux quand même. Et puis
remarquable reconversion, on peut parler de ça à son propos d'ailleurs, de Laurent Fabius, qui se frottait les mains de l'action des bons terroristes contre la Syrie, et qui maintenant dit « Ah, il faudrait peut-être appuyer la Syrie ». Mais est-ce que c'est pas un petit peu les trains de l'ours pour l'étouffer plutôt, pour la paralyser, et notamment paralyser l'aviation russe? Parce que qu'est-ce qui va se passer dans les airs maintenant? Ben, il va y avoir du trop-plein. Il va y avoir non seulement l'aviation russe, il va y avoir l'aviation française ou dite française, il va y avoir l'aviation anglaise, puis il va y avoir l'aviation turque. Et puis il y a toujours l'aviation israélienne qui survole constamment le Liban et qui déborde régulièrement aussi. Alors qu'est-ce qui risque de se passer? Qu'est-ce qui risque de se passer? Je vous signalerai un communiqué tout récent du gouvernement syrien disant ceci: que tout avion de quelque puissance que ce soit qui survolerait le territoire syrien sans avoir averti le corridor qu'il empruntait serait détruit. Petit rappel, le seul pays qui est l'accord du gouvernement syrien démocratiquement élu, il faut le signaler quand même, est la Russie. Tous les autres qui s'arrogent le droit de survoler la Syrie n'ont aucun droit. Donc tout avion, y compris français, serait en droit d'être abattu. Autre élément intéressant, c'est vraiment à la fois un jeu d'échecs et un jeu de poker menteur. Très récente déclaration du gouvernement irakien refusant l'arrivée de nouveaux soldats américains en Irak, sous prétexte de combattre contre le Daesh. Donc on se rend compte qu'il est en train de se constituer un groupe autour de la Russie et de la Syrie, avec l'Iran, avec l'Irak, ça c'est la surprise, parce que c'est tout de même bien entre les mains des Américains, et avec le Hezbollah, et avec, en toile de fond, la Chine, qui a déjà toute une flotte au large de la Syrie. Alors, on ne sait pas comment tout ça va évoluer, et on retombe dans l'affaire de l'avion russe abattu par les Turcs. C'est une provocation, encore une, comme toutes les provocations auxquelles j'ai fait allusion précédemment, pour essayer d'enclencher un processus qui serait une nouvelle guerre, pour essayer de détruire ce grain de sable qu'est Poutine, qui n'est plus un grain de sable, mais un petit rocher qui commence à les indisposer très fortement. Donc, il faut bien voir une chose, c'est que, à l'abri de cet acte turc contre l'avion russe, qui est-ce qui est visé? Premièrement, il faut rappeler que la Turquie est membre de l'OTAN. Que si les Russes entreprennent une action contre la Turquie, ce sont tous les membres de l'OTAN qui seront appelés à réagir. Cela ne vous rappelle rien, historiquement? Rappelez-vous la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi a-t-on eu la Seconde Guerre mondiale? Sinon parce qu'il y avait une alliance entre l'Allemagne, la France en défense de la Pologne. Et quand l'Allemagne a voulu récupérer les territoires qui avaient été indûment donnés au moment du traité de Versailles à la Pologne et qui étaient majoritairement allemands, eh bien, ça a été le prétexte pour que l'Angleterre et la Troisième République déclarent la guerre à l'Allemagne. Donc, vous voyez la similitude entre les deux cas, celui d'hier et celui d'aujourd'hui,
La Pologne d'aujourd'hui s'appelle Turquie. Et puis il y a un autre aspect qui participe d'ailleurs à cette vision d'ensemble que nous devons avoir. C'est que dans la mesure où à travers de ces faux attentats, ces false flags, ce qu'on est en train de vouloir enclencher, c'est une guerre des mondes. Rappelez-vous le livre de Huntington, Guerre des mondes. Ils ont besoin de cet affrontement pour pouvoir garder la vision unipolaire du monde. Or, toute la tactique de Poutine, et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que par son action avec ses alliés, il est en train de mettre à mal cette vision unipolaire du monde vers une nouvelle notion qui sera celle d'un monde multipolaire. Et la situation pour les Américains est d'autant plus dangereuse. Il y a non seulement la mauvaise surprise des capacités militaires de la Russie, qui apparemment ne leur étaient pas à ce point connues, mais il y a l'aspect économique. J'en ai déjà parlé, je reviens là-dessus. La politique de dédollarisation lancée par Poutine avec les pays du BRICS, notamment avec la Chine et l'Inde, va mettre à mal le pétrodollar. C'est le nerf de la guerre. Il y a aussi un élément que j'ai à plusieurs reprises signalé. C'est le fait, tout ce qu'ils peuvent comme or. Vous mettez ensemble la politique de dédollarisation et éventuellement, ce que j'espère de toutes mes forces, un étalonnage des monnaies russes, chinoises, hindoues sur l'étalon or, et c'est la fin de la haute banque. Pas besoin de vous faire un petit dessin. Et c'est pour ça que les États-Unis, entre autres, ont besoin d'une guerre mondiale. S'ils ne l'emportent pas, ils sont finis. Tout le système qui va avec. Et voilà pourquoi on doit tout faire pour expliquer ces choses-là autour de nous, pour empêcher cette vision qu'on cherche à nous inculquer, que pour se protéger de l'islam, il faut tomber dans les mains, dans les bras des Américains et d'Israël. Donc, voilà quelles sont les conditions actuelles, les manipulations auxquelles nous sommes soumises. Et je voudrais revenir sur une anecdote que j'avais faite, que j'avais rapportée il y a quelque temps. Et je vous dirais que pendant que ces choses se passent, ces manipulations auxquelles nous sommes soumises, on voit Israël qui se frotte les mains, en espérant que les deux grands blocs vont s'affronter, qu'ils vont s'entre-détruire, et que le petit coq qui est resté dans son petit coin apparaîtra en disant ben, c'est moi qui ai gagné. Dernière chose, le gouvernement nous a dit nous sommes en guerre. Il a totalement raison. À une différence près, c'est que nous sommes en guerre avec le gouvernement. Merci de votre attention. Si vous avez des questions à poser, bien entendu, je suis à votre disposition. Quoi, j'ai tout couvert? Bon, ça va, les brises. Oui, on a vu que Daesh avait détruit Palmyre, la destruction du monument historique. Oui. Est-ce que, selon vous, c'est pas à rapprocher de la destruction du centre historique des villes allemandes, qui est exploité de Nuremberg, de Dresde, et qui pourrait aucun intérêt militaire, et des villes de Normandie pendant la guerre? La destruction de l'âme des peuples. Est-ce que c'est pas à mettre dans le même courant? Oui, c'est intéressant. Bon, peut-être pas. Bon, il y avait des villes en France qui ont été bombardées par nos chers alliés.
Industrie lourde. Le problème avec le monde anglo-saxon, c'est que, en fait, ils gagnent les guerres par la destruction massive des populations civiles. C'est du terrorisme. C'est vraiment. Ils ne sont capables que de faire du terrorisme. Ceci dit, votre observation est intéressante, mais il y a un élément que vous oubliez. C'est la destruction et le pillage des musées à Bagdad. Ah oui. Pendant les guerres d'Irak. Alors, probablement, c'est pas perdu pour tout le monde. Il y a certainement des trucs qui partent dans des musées ou dans des collections privées. Qu'ils cherchent à détruire l'héritage des nations, oui, c'est bien vu, mais tous les bombardements n'ont pas visé à ça. Pardon. Tous les bombardements n'ont pas visé à ça. Ça a été des bombardements de masse, de terreur contre les populations pour faire capituler le pouvoir. Le bombardement du centre historique de Nuremberg. Ah oui, c'était bien. Et puis, et de Dresde. C'est évident. Qui, d'ailleurs, je crois que vous l'avez dit dans votre question, elle n'était pas une ville armée. C'était une ville dortoir, de réfugiés. Elle n'était pas défendue. Et alors, bon, je vais... si vous avez Internet, je suppose la plupart d'entre vous l'air, allez sur notre site nationalisme-français, avec un C, pas ccdi.com, vous allez dans Documents pour l'histoire, et vous verrez la recension que j'ai faite de la destruction de Dresde par les vagues successives de bombardiers, de façon à ce que les sauveteurs puissent croire que le bombardement était terminé, qu'ils viennent, et ils revenaient à 3 reprises. Mais c'est ignoble, on ne peut pas imaginer. Alors on nous parle de crimes contre l'humanité, mais on pourrait commencer par eux. Oui. On pourrait ajouter qu'au sujet de Dresde, le révisionnisme est obligatoire, puisque le président de la République allemande a divisé le chiffre total des victimes par 10 à 25 000, alors que le chiffre réel est de 250 000. C'est invraisemblable, c'était bien. Il n'est pas le seul d'ailleurs à avoir sorti ça. Après les documents c'était évident. Anglais et américains. C'est évident, mais vous écoutez la grande presse, la télévision, quand on parle du sujet, 6 millions, 6 millions, 6 millions, 6 millions. On avait dit 15 000 à Dresde. Claire Chazal avait dit 15 000 morts à Dresde. 200 000. Oui, à peu près, c'est plutôt 200 000. Oui, bon, enfin, on ne va pas pinailler à quelques quelques dizaines quand même. Ah, il y avait tous les réfugiés de l'Est qui sont... Mais bien entendu. 1 million d'habitants, enfin de personnes. Et je connais très bien toute la rive par la rive gauche de l'Elbe a été détruite, et même un peu sur la rive droite. Depuis la gare, tout ça je connais, j'ai été deux fois, c'était tapis, c'était rasé. Alors 200 000, c'est bien. Ils étaient entassés là-dedans. Bon, pas d'autres questions? Pourquoi La démonstration était totale? C'était un bombardement total, c'est ça? Non mais, oui, toujours les mêmes quand même. Non, mais pour ce qui est de l'alerte avant le 13 novembre, il faut quand même préciser qu'il n'y a pas que les communautés juives qui ont été prévenues, parce que j'ai constaté qu'il y avait un renforcement des contrôles de sécurité au centre Beaubourg 2 semaines avant. C'est-à-dire qu'ils savaient, ils ont prévenu tout le monde, mais peut-être qu'ils ne savaient pas d'où ça venait. Alors, il y a autre chose aussi qui est intéressant Le de savoir. SAMU. Voilà, Le SAMU, exactement, la veille. du SAMU. Le matin même. La veille. C'est tout de même curieux. Oui. Simulation de... C'est tout de même curieux. Et puis le changement de propriétaire. Je crois qu'il y a quelqu'un qui avait levé le bras, mais je ne sais pas. Oui. Qui avait levé le bras? On évoque un rapprochement en fait entre l'Allemagne et la Russie via l'OCS avec une sorte Alors, oui, votre question est judicieuse. Effectivement, on entend parler de ça. Et le problème, c'est qu'Angela Merkel est à géométrie variable. Quand elle dit qu'elle est prête à accueillir 2 millions de migrants, parce qu'on ne dit plus immigrés maintenant, des migrants, ce qui permet d'oublier les immigrés d'Afrique du Nord et d'Afrique subsaharienne qui continuent à arriver. Ça n'en parle plus, donc ça n'existe pas. Donc au sujet d'Angela Merkel, je dirais que c'est une femme à double visage. Elle se rend compte, et il y a des forces derrière elle qui la poussent, c'est que l'affaire des sanctions contre la Russie porte un dommage considérable à l'Allemagne, économiquement, et que ces gens-là ne comprennent que ça.
Et donc, je sais pas, on va voir. Alors, en plus de ça, l'histoire des migrants, vous connaissez le vieil adage que le diable porte pierre. Eh bien, l'affaire des migrants, c'est ça. Quand les pays de l'Europe centrale et l'Allemagne, ouvrant tout grand ses bras à 2 millions de machins, les populations se sont dit, oh là là, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Et en Allemagne, Angela Merkel est sous tension. Certains demandent sa démission, pure et simple, d'autres vont jusqu'à demander sa comparution en haute cour. Alors, vous voyez, l'affaire des migrants, oui, mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'un fait qui, au départ, paraît être un fait révolutionnaire contre nous, peut devenir un fait réactionnaire, dans la mesure où les populations comprennent ce qui leur arrive. C'est fabuleux. Vous savez, c'est... La mère de toute bonne réflexion devrait être une étude de l'histoire, évidemment, en faisant attention aux différentes thèses. Voir comment les morceaux du puzzle s'emboîtent. Mais une fois que l'on se rend compte que pièce après pièce, ça s'emboîte d'une certaine façon, ben vous avez le dessin. Est-ce que les gouvernants, quels qu'ils soient, pour arriver à leur poste, sont aux ordres? Sinon, ils ne sont... Je crois que c'est une évidence, malheureusement. Ouais. Et ceux qui ne le sont pas, Sinon, ils n'y soit seraient ils ne pas. font plus carrière, soit ils disparaissent. Prenez Kennedy. J'ai un de mes amis, je suis en contact avec l'Allemagne, j'ai un ami qui parle très bien français, il est professeur de français, on se téléphone 3 fois par semaine. Il est à Lunebourg, et pourtant il est très prudent, et il m'a dit encore il y a 2 jours, il dit, tu sais, l'opinion publique commence à changer chez nous, les gens commencent à en avoir assez de cette invasion de migrants, etc. Et la répression est de pire en pire. On ne peut plus rien dire. Il m'a dit c'est terrifiant. Chez nous, on se tait. On est là, Mais les Allemands ont exactement la même chose que nous. Bon, c'est peut-être pas avec les mêmes termes. Ils ont leur loi du renseignement, ils ont l'état d'urgence, etc. Et il ne faut surtout pas que quelqu'un puisse expliquer le pourquoi du comment du plan mondial, du plan mondialiste. Non, mais c'est très intéressant, parce qu'à partir du moment où les gens commencent à se rendre compte qu'ils sont opprimés, c'est le début d'une réaction. Enfin, il faut l'espérer. Mais ça bouge, hein. Il y a une pression qui est en train de se Ah oui, c'est très bien, mais tenez-moi au courant. Et il était pessimiste plutôt. Là, il a évolué. Ouais. C'était à propos des migrants. Y a-t-il beaucoup de migrants, de chrétiens d'Orient dans le monde? Difficile de le savoir, mais en tout cas, il y a une chose tout de même qu'on constate, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes hommes. Et peu de familles. Et c'est tout de même très curieux. Alors, c'est tout de même curieux, ces jeunes hommes qui quittent leur pays, on peut les appeler des déserteurs. Déserteurs, c'est ça. Ben oui. Pourquoi ils ne restent pas chez eux pour combattre? Ah oui. Hein, non? On se taille. Oui? C'est justement un moyen d'effondrer l'armée syrienne. Hein? C'est un moyen d'effondrer l'armée syrienne. En donnant l'espoir que si on fuit, on n'ira pas courir dans des camps en Turquie, mais qu'on pourra envahir l'Europe. Donc c'est un double bénéfice. Ah oui, pour tout à fait. Et d'ailleurs, on sait très bien, je crois que je l'ai signalé dans une des toutes dernières conférences, que le passage de ces migrants était subventionné. Rappelez-vous. Rappelez-vous. Par qui? Madame, quand même. Oui. L'autre question, c'est la question du projet du Grand Israël qui s'est Oui. tiré Bah, évidemment. jusqu'à Évidemment. l'Euphrate. Évidemment. Ça intéresse beaucoup les Israéliens. Évidemment. Et puis, rappelez-vous ce vœu de Jacques Attali, souhaitant que Jérusalem soit la capitale du gouvernement mondial. Ouais. Je l'ai sorti un jour lors d'une conférence, il doit y avoir, je sais pas, 6 mois environ. Et dans la politique en tout cas. Donc voilà, vous avez les éléments de réflexion et je vous demande de faire ce genre de raisonnement autour de vous pour que les gens essayent de comprendre ce qui va leur arriver. À ce sujet, les thèses complotistes sont très difficiles à faire passer et à expliquer aux profanes. Vous ne pouvez l'expliquer qu'en faisant remarquer les contradictions.
Hein, et puis en donnant les textes qui annoncent le complot. Hein, qu'est-ce que je fais avec mes livres? Que ce soit avec la maçonnerie, que ce soit avec le complot mondialiste, que ce soit aussi avec la dernière petite plaquette, la troisième révolution dite française, je donne les textes de l'ennemi qui annoncent ce qu'ils veulent faire. Si les gens ne veulent pas lire et entendre, Ils n'ont pas le temps. vous leur bottez les fesses. Hein, vous leur bottez les fesses en disant, écoute mon vieux, je t'ai prévenu, viens pas te lamenter après si ta famille ceci ou cela. Attendez. Hein? Un petit grain de sable. Oui. Parce que les belles opérations pour couper avec quelques petits détails, c'est que jeudi décembre, le Conseil constitutionnel a examiné la constitutionnalité de la loi Guizot. Oui, je sais. Il n'est pas exclu que celle-ci soit déclarée inconstitutionnelle. Donc, il n'aura jamais existé. Donc, ça veut dire que tous ceux qui ont payé vont toucher l'argent calculé, ça fera 1 million d'euros pour l'État, le contribuable, bon, c'est pas grave. Mais ils vont faire une loi encore plus terrible. Mais il y aura un laps de temps entre le moment où le Conseil constitutionnel sera prononcé et celui où sera publiée la nouvelle loi au journal officiel, pendant lequel les gens pourront parler. Et on pourra leur porter des coups très durs. Et ça, c'est le petit détail qui risque de, je dis pas de tout faire capoter, mais de nous faire avancer, de fragiliser le Bon, on verra. ennemi. On verra. Et moi, Charras, c'est un type très bien. Moi, j'ai investi. Il a fait quelques réflexions. Très bien. Oui, vous Ouais. Vous avez levé la main, je me trompe. Quand on parle de thèse de complot et qu'on utilise le mot complot, je pense qu'on n'est pas dans le bon sens. Ce que j'essaie de prendre comme analyse, c'est de dire que dans une entreprise, on ne parle pas du mot complot, on parle de business plan, on parle de comité directeur, de comité d'entreprise. Enfin, de comité de direction. Et je pense que si on prend ces mots-là à la place du mot complot, les gens commencent à comprendre parce qu'ils ont tous une analogie avec l'entreprise et ils savent bien ce que c'est qu'un comité de direction. Un comité de direction, ça fait un plan dans le but d'un objectif et d'atteindre ses objectifs et de mettre en moyen expliquez ça, écoutez, pour parvenir à obtenir le résultat. vous expliquez la chose comme vous voulez, mais faites passer le message. Si vous êtes dans le milieu de business, bon, c'est le langage du business, moi je veux bien, pourquoi pas, l'essentiel c'est que ça rentre dans le crâne. Les musulmans seraient victimes alors, d'après vous? En partie, oui. Alors c'est amusant d'ailleurs, parce que justement, notre jeune ami Diane, ce matin, lors de l'enregistrement de l'entretien, me posait énormément la question, est-ce que les terroristes sont des victimes? Et je lui ai répondu, c'est une question vraiment provocatrice, mais qui est interpellante, parce que c'est vrai. Ils sont activés par l'Amérique sioniste pour leur plan, et il y a une chose aussi que beaucoup d'entre vous ne connaissent pas encore, c'est qu'on les drogue. Le Captagon, c'est quoi? C'est une drogue qui a été fabriquée où et par qui au début? Bulgarie, vous avez Dès 2000, je sais plus, je suis pas 2002, je crois, j'en suis pas sûr. Où? En Bulgarie. Par qui? Par l'OTAN. C'est ça. Par l'OTAN. Ah oui. Donc, oui, donc, pour répondre à votre question, comme j'ai répondu à notre jeune ami ce matin, ce sont aussi des victimes utilisées. Le Conseil des 13, vous avez une idée qui sont les 13 personnages qui gouvernent le monde, personne ne connaît? Mais non, si on le connaissait, ce serait trop facile. Si, on doit avoir une idée. Il y a un livre, les 13 lignes sataniques. Alors, peut-être c'est Oui, ça. écoutez, bon, ces trucs-là, moi je veux bien, mais je suis un pragmatique. Je veux savoir sur quel texte on s'appuie, émanant de quel milieu. Alors, parler de lignes sataniques, tests sataniques, etc., oui, mais par qui? Avec quel texte? Les tout. textes sont faux. C'est tout. Qu'est-ce que vous pensez du plan de Coudenhove-Kalergi? Ah oui. Ah ben, on est en plein dedans. Il faisait On est partie. en plein dedans, j'en parle dans la maçonnerie. Oui. Oui. On est en plein dedans, C'est en justement. cours. Mais oui, mais c'est ça qui est extraordinaire, c'est des qu'à toutes les époques, ces différents individus qui font partie du même complot, je regrette, ont annoncé ce qu'ils voulaient. Et Kalergi, c'est du même type. Il avait dit. Parce que Merkel, elle a signé pour ça. Parce que tous les 2 ans, Attendez. tous les 2 ans, ils reviennent ensemble
parce qu'ils reçoivent un prix, Angela Merkel, tous les 2 ans, elle signe pour le plan Codified Carnegie. Depuis 1925, c'est instauré par l'Autrichien Codified Carnegie. Et tous les 2 ans, ils se réunissent à Rompuy et Angela Merkel, ils reviennent ensemble et reçoivent un prix pour ça. Il a dit il faut mélanger l'Europe avec toutes les races du monde. Et il faut faire le melting pot mondial. C'est ça le Est-ce que vous vous rappelez de la formule que j'ai utilisée à, je crois, deux reprises dernièrement à propos de ce plan, justement? Toutes les nations doivent disparaître, sauf une. Toutes les religions doivent disparaître, sauf une. Tous les peuples doivent disparaître, sauf un. Voilà, je crois que c'est le meilleur résumé qu'on puisse faire. Et j'ai une autre question. C'est un peu Oui, différent. allez-y. Vous avez, j'ai lu aussi sur Internet, j'ai reçu un message. C'est obligatoire dans 10 ans ou 15 ans pour avoir le chip card. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que si on n'accepte pas, on ne peut plus rien faire, ni acheter, ni vendre. Je n'en sais rien, on n'y est pas, et je ne vais pas élucubrer sur quelque chose qui n'est pas encore fait. Il paraît qu'on les absorbe avec certaines substances. Oui, écoutez, moi, je ne sais pas. Alors là, je vais bien vous faire rire, il y a un certain complotisme qui, moi, m'exaspère. C'est-à-dire de vouloir annoncer des trucs qui ne sont pas prouvés. Donc, attendons. On a déjà suffisamment de matériaux pour dénoncer le complot. Point. On se sert de ça. Ça, c'est prouvé. Le reste, les annonces qui, ceci, vont être, etc. Oui, doucement. Doucement, parce qu'à ce moment-là, on risque d'être ridicule. Mais il y a le chip partout. Il y a le chip dans la carte bancaire, dans le chose des C'est vrai, c'est vrai. Dans votre portable, vous pouvez être tracé n'importe où. C'est évident. Dans l'ordinateur. Alors ça, là, autour de vous, ce sont des choses que vous pouvez déjà faire rentrer dans le crâne. Qu'on est plus libre, qu'on est, on est pistable. On est pistable. Parce qu'il faut nous forcer de faire ce chip. On verra. C'est ça fait peur quand même. Parce que dans la Bible, c'est quand même bien marqué, on n'accepte pas. Vraiment, ça m'angoisse beaucoup. Alors nous, on ne le veut pas, les chrétiens n'acceptent pas ça pour ces cartes. Alors comment il faut faire? On verra peut-être qu'au point de vue technologique, il y aura moyen de neutraliser la chose. On verra. Oui, parce que si ça devient obligatoire, comment il faut faire? On ne peut plus rien faire. Vous ne connaissez pas des dysfonctionnements dans l'informatique et autres? Oh, moi j'y crois à ce chip carte, hein. Vraiment j'y crois. Mais pourquoi pas? Mais je suis tout prêt à y ça, croire. Mais je vous dis, on trouvera le moyen, on trouvera la parade. Et si on n'accepte pas? Oui, la quasi-totalité de la classe politique française actuellement panique devant la montée du Front National. Ils ont du mal. Tout de même quelqu'un qui finit par poser la question. Et alors, qui est tenu par Marine Le Pen, qui est tout sous toute lumière, le fardeau de ce pauvre Valjean de Saint-Just, pour lequel je ne comprends pas d'ailleurs. Or, c'est quand même un courant qui à terme ne sera pas contrôlé et qui est peut-être un espoir qui est en train de se manifester. Le courant, c'est pas la clique de rigolo. Mais évidemment, c'est ce que je ne cesse de dire. Ce qui nous intéresse, et c'est la meilleure preuve, vous n'avez qu'à les regarder, les autres, Valls et compagnie, leur panique, la haine de ce Valls quand il éructe contre Marine Le Pen, le Front National. Quand vous voyez La Voix du Nord, quand vous voyez La Voix du Nord, ce que ce journal qui a été payé pour ça sort, quand vous voyez le patronat français se mettre aux ordres des socialistes pour dénoncer le programme économique du Front National, comme si eux, patronat, avec les différents pouvoirs que nous avons eus, avaient fait une bonne politique économique. Hein? Comme si la France, avant l'Europe, avait été incapable de vivre. Mais c'est invraisemblable. Ça, c'est une chose que vous pouvez dire autour de vous. On vous dit, mais c'est pas viable, c'est pas viable. Mais comment la France a-t-elle vécu avant l'Europe? Tout de même. Donc, ma thèse est très simple. Pas plus que vous, pas plus que la plupart d'entre vous, nous avons d'affinité avec un certain entourage de Marine Le Pen et certaines thèses de Marine Le Pen elle-même. Ceci dit, pour que l'ennemi en face de nous ait une telle haine,
c'est que ça représente un danger pour eux. Or, personnellement, ce qui m'intéresse dans le Front National, c'est qu'il est un explosif contre le système. Voilà, c'est ça. Après, On verra. on verra. Après, ce sera ce que nous aurons fait. Mais on peut mettre Dupont-Aignan à côté quand même. Oh, alors, justement, non, écoutez. Oh, Dupont-Aignan. Et il n'est pas le seul d'ailleurs. Vous prenez Asselineau. Vous prenez Le Pen. Le Pen. Hein. Vous prenez nombre de ces gens-là, j'en oublie, oui, non. En tout cas, ces trois-là. Qui peut faire par certains côtés une bonne critique contre l'Europe, l'euro, contre les Américains un peu ou prou, très bien. Mais le problème, c'est quels sont les principes auxquels ils se réfèrent. Quand vous voyez un Asselineau, et c'est la même chose pour votre chéri Dupont-Aignan, hein, pour lesquels les grands ancêtres, la Révolution française, Clémenceau, De Gaulle, ce sont leurs héros, dit, et une petite contradiction quand même, parce que ce sont ces éléments-là, ces individus, ces thèses, qui ont amené à la situation que nous vivons. Le Pen a été acclamé par le Congrès juif mondial. Il a été acclamé par le Congrès juif mondial quand il est allé aux États-Unis. Qui donc? Le Pen. Ben je sais, ben bien entendu. Ben c'est dans mon bouquin Histoire d'une trahison. Ah oui, je les ai vus. Oui. Bon. Donc, c'est évident. Vous voulez poser une question, Diane? Oui, que pensez-vous de la position de l'Église et notamment de l'évêque de Lyon face aux attentats et aux propos qu'aurait tenus oui, ça c'est proprement scandaleux. Vous pouvez répéter la question parce qu'on n'entend pas. Oui, quelle est la position de l'Église face aux attentats et notamment l'évêque de Lyon qui se serait positionné face aux propos de... Je vais expliquer la chose. Il y a le curé de Notre-Dame des Fourvières à Lyon qui a fait une analyse remarquable, j'ai trouvé, dure, très dure, sur l'attentat au Bataclan, en disant, mais quand on regarde ce public qui était là, en train de se gaver les yeux et l'esprit avec ce spectacle sataniste, il me donnait l'impression, je dis ça de mémoire, de mort-vivant. Comme les terroristes. Comme les terroristes. Et à la suite de quoi, Monseigneur Cardinal Barbarin de Lyon l'a convoqué et l'a mis à la porte. Oui, parce qu'il a parlé de l'avortement. Il a parlé des 600 morts. Alors, mais vous vous rendez compte de cet épiscopat qui parle comme nos ennemis. Merci de la question. Oui. Pour ce qui est du trafic d'amphétamine, dans le courrier du continent, on mentionne que le Gadi Eisenkot, chef d'état-major de l'armée israélienne, a été arrêté à Paris avec 2 tonnes d'amphétamine dans ses bagages et inculpé de trafic de drogue. Comme c'est curieux. Pourquoi? Il a pas assez débouché en Israël? C'est les petits chéris de l'État islamique privés de leurs bonbons favoris. Ça rejoint le Captagon. Mais et ça rejoint les protocoles des sages de Sion. Et le général qui a été arrêté à servir de conseiller militaire à l'État islamique. Oui, tout à fait. Tout à fait. Général israélien. Tout à fait. Qui a été arrêté en Irak. Tout à fait. Ce que n'a pas dit la presse également, c'est qu'au Bataclan, il y a eu des décapitations et des éventrations. Pendant les 3 heures pendant lesquelles ils ont été longs à leur Et pourquoi ne l'ont-ils pas fait aux membres de ceux qui étaient sur la scène? Puis c'était eux qui présentaient un spectacle satanique. Donc ça ne tient pas. Mais oui, mais oui. Et je ne l'ai pas inventé. J'ai vu tout ça au fur et à mesure dans la presse, le soir en regardant, en zappant sur les différentes chaînes. C'est comme ça qu'on arrive à voir les contradictions qu'il peut y avoir. Oui, alors attendez. Oui. Mesdames d'abord. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a eu un changement de propriétaire, je crois, du bâtiment. Alors oui, exact.
Comme c'est curieux, comme pour l'hypercachère, Oui. comme pour les deux tours, Oui, voilà. Ah oui. comme pour les deux tours, où un certain Larry Silverstein avait pris une assurance sur la destruction éventuelle des tours. Ah, comme c'est curieux, etc. Exactement. Donc Mais c'est des curieux. hypercachères, pareil. Et c'est ce malheureux, c'est C'est comment il pareil. s'appelle le financier là. Lagardère. Non, C'est Lagardère. Lagardère. C'est Lagardère. C'est le groupe Lagardère qui a racheté. Qui a racheté, pourquoi? Oui. Il a Ah ben, racheté. on lui a proposé, il s'est dit que c'était une bonne affaire, oui. Bon, monsieur. Non, juste une remarque souvent sur les attentats du Bataclan, comme pour les attentats de Charlie Hebdo, il y a, avec toutes les informations dont on nous gave, il y a quand même beaucoup de zones d'ombre. Par exemple, la presse est incapable de dire combien il y avait de tireurs au Bataclan. 3, 4, on ne Tout sait à pas. fait. Les informations sont Tout à fait. contradictoires. Pour Tout à Charlie fait. Hebdo, on nous a parlé de tireurs équipés d'un bazooka qui a disparu. Il y a beaucoup de choses comme ça qui sont très très étranges. Tout à fait, mais c'est pour ça que j'insiste sur les contradictions des informations. C'est ça qui doit attirer l'attention. Il y avait des témoins qui disaient aussi que c'était des types caucasiens. Ils ont parlé de blonds, des blancs, enfin, Oui, des oui, personnes oui, blanches. et exactement, pas de- exactement, pas parler de- de blanc. Parler de blanc. Alors ces blancs, c'est quoi? C'est des Israéliens? Ils viennent de Poutine. Oh oui! Oui! La provocation de la provocation! Non, mais les blancs, c'est quoi? Non, mais j'espère qu'il tient bon, hein, Poutine. Non, mais les blancs, c'était quoi? Ben, on n'en sait rien, ça a disparu. On n'en parle plus. On n'en parle plus. Oui, on en parle. On parle plus. Donc on a l'impression que, bon, il y a certainement du sensationnalisme, c'est évident, mais on a l'impression que les services de police, dans leur volonté d'affoler les gens, sortent un petit peu tout et n'importe quoi. Ah, donc c'était pas, ils étaient pas. Si, aussi. Ben, on n'en sait rien. On n'en sait rien, mais le fait qu'ils aient disparu, c'est curieux, parce que pourquoi nous camoufle-t-on maintenant qu'il y avait apparemment des gens de peau... Vous en tirez les leçons que vous voulez, hein. C'est votre responsabilité. Non, mais ça peut être des sémites. C'est ça. Mais pas ceux auxquels on pense. La liste des victimes a été donnée par Libération. En Oui. fait, c'est pas complet, mais ils ont donné tous les noms. Il y a relativement peu de gens. Son mari est musulman. Eh oui, c'est curieux. Il y en a quelques-uns. C'est C'est un curieux. blanc. Il s'est converti. Enfin, bon, si vous n'avez pas d'autres questions, je suis à votre disposition pour dédicacer les livres. Oui, encore une? Plus haut! Oh, mesdames! L'évidence que Daesh ne dit jamais un mot plus long que l'autre concernant l'État d'Israël. Bah évidemment. Mais d'ailleurs, vous avez remarqué, vous qui êtes un observateur pointu, que Israël se frottait les mains que le Daesh ne l'attaquait jamais. En disant, mais c'est parce que le Daesh a trop peur de s'attaquer à nous. Ah, comme c'est gentil comme explication. Il y en a peut-être une autre. Mais Marjorie a été flinguée également. Ah ben ça me semble évident. Ah, ça me semble évident. Il voulait que les transactions se fassent non plus en pétrodollars. C'est trop bien tombé. Saddam Hussein, le 30 décembre 2000, avait été autorisé par l'ONU de mener ses transactions pétrolières en d'autres monnaies. Mais que bien le dollar. entendu. Et Kadhafi, Et puis, c'était la même chose. Pour le dinar, il voulait introduire le dinar. Vous connaissez le quartier de Pékin où on a bombardé la future banque On asiatique? en a parlé dans la politique. Il y a Oui. 2 numéros. Oui. Abonnez-vous à la politique et vous verrez. Je ne dirais pas que ça vous fera du bien, mais ça vous complétera votre information. Il y a des combattants de Daesh Pardon? qui sont soignés en Israël. Quoi? Il y a des combattants de Daesh qui sont soignés en Israël. Tout à fait. Et soignés en Israël. Oui, les blessés, hein? Comme ceux qui avaient fait la révolution de Biden, hein, avec justement des services secrets israéliens et américains. Non, mais ça crève les yeux. Si on ne le voit pas, c'est que vraiment, on ne veut pas le voir, pour ne pas avoir à se remuer. Bon, eh bien, je crois que vous êtes en panne d'inspiration pour les questions.